Kanal K. Vague de manifestations au Mali demandant la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta suite à des crises sécurité, politique et sanitaire. La rue va-t-elle faire fléchir le président malien? En Guinée-Conakry, même s'il prétend gagner les élections législatives et référendaires lui permettant de modifier la constitution, Alpha Condé est de plus en plus isolé en raison de sa volonté de briguer un troisième mandat. La réforme constitutionnelle a-t-elle sonné le glas des revendications du FNDC, Front National de Défense de la Constitution en Guinée-Conakry? Commentaire et analyse avec notre deuxième invité, Dr Yves Kouya-Maïzo, économiste et coordonnateur du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Dr Yves Kouya-Maïzo, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Vienne en Autriche. Bonsoir Sylvain Amos, merci pour l'invitation et je salue au passage vos auditeurs. Docteur Yves Kouya-Maïzo, avant d'aborder avec vous les questions sur la crise sécuritaire au Mali et la crise politique en Guinée-Conakry, je voudrais savoir votre réaction après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc aux États-Unis, et cela suscite des réactions et de vives indignations à travers le monde entier. Et malgré cela, un acte similaire s'est produit il y a quelques jours à Atlanta où un policier blanc a tiré sur un Afro-Américain. Et justement, ce dernier n'a pas voulu respecter les injonctions de la police. Et CVU Togo Diaspora a aussi dénoncé cela. Mais au-delà des indignations, quelles leçons retenir après ces répressions policières sur les Afro-Américains? Concernant George Floyd aux États-Unis, je comprends qu'il faut résumer les faits, mais en réalité, ce qui s'est passé avec ce monsieur et bien d'autres Afro-Américains aux États-Unis est un véritable assassinat et qui est dû au fait qu'il y a brutalité policière et non-respect, bien sûr, des droits du citoyen. Mais l'indignation vient du fait que, sans preuve, ce crime serait passé inaperçu. Le problème est que malgré les preuves accablantes et visuelles d'ailleurs, le système américain a toujours opté pour le renvoi des policiers incriminés et c'est devenu le droit commun. Donc, l'impunité des policiers meurtriers est un droit commun. Donc, l'indignation et les manifestations de rue se sont focalisées autour de la valeur de la vie d'un humain, notamment la valeur de la vie d'un homme noir, d'un humain noir. Black Lives Matter. Et c'est bien là la question, l'impunité qui est derrière. Toutes les minorités souffrent de la tendance à négliger des vies sur des a priori, des cultures souvent héritées de la supériorité de l'humain à peau blanche et donc décolorée sur celui qui est doté de la mélanine à peau noire. Je ne parle pas de race, vous comprendrez. Pourtant, il s'agit donc bien du racisme. Le problème est ce racisme devient institutionnel et que l'État, censé traiter tous les citoyens sur le même pied d'égalité, cède aux pressions diverses telles que l'argent, les lobbies de pouvoir d'argent et tout le système culturel de la purification de la race et donc en fait de l'élimination du noir, si possible en Afrique pour occuper le sol, vous comprenez que le problème devient compliqué. Donc c'est donc en filigrane ce projet insensé, mais qui est pourtant bien réel quelque part, que sous-tend la classification, la chosification de celui ou celle qui est marginalisé dans la société. Et on oublie d'ailleurs que nous, les Noirs, nous devrions nous organiser pour défendre nos propres intérêts collectivement. La répression et la brutalité policière est bien présente aussi en Europe, en Russie, en Chine, en Inde et bien sûr en Afrique. Les rapports et les vidéos sont moins fréquents. Et donc le flagrant délit est plus difficile à établir. Et donc, la réalité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est l'impunité. Les tribunaux africains consacrent souvent l'impunité de ceux qui sont puissants politiquement, militairement et ésotériquement, comme d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. De ce fait, la notion de supériorité d'un être humain sur un autre se décline en fonction des continents. Les suprémacistes blancs sont en fait à l'origine de groupements racistes et ségrégationnistes comme le Ku Klux Klan aux États-Unis. Ils ont infiltré des partis politiques d'extrême droite, comme le Tea Party aux États-Unis,
mais aussi l'appareil d'État aux États-Unis, la police, la justice, les forces armées en général, y compris en Europe. Ne vous faites pas de soucis, ce n'est pas un mouvement isolé aux États-Unis. Les suprémacistes blancs qui sont à l'origine de groupements racistes et ségrégationnistes comme le Ku Klux Klan ont infiltré certains partis politiques d'extrême droite, comme le Tea Party aux États-Unis, mais aussi l'appareil d'État, la police, les forces armées en général, y compris en Europe. Face à la justice, tous ces réseaux plus ou moins souterrains font l'objet de tolérance suspecte, et tolérance par les lobbies financiers et même par l'État. Ne pas prendre conscience de cela risque de conduire la communauté noire à ne pas s'engager pour s'organiser collectivement afin d'agir et non pas seulement et uniquement de s'indigner. Alors pour ce faire, il faut trouver ou proposer des solutions. La solution, c'est d'abord peut-être de maîtriser un vrai média panafricain appartenant effectivement aux Africains de toute nationalité. C'est ainsi que systématiquement ces crimes racistes et ségrégationnistes contre tous les êtres humains seront médiatisés par les citoyens noirs, défenseurs de la dignité de l'humain en général, du noir en particulier. Le peuple juif l'a compris et inonde systématiquement les ondes de cette maladie qu'est l'antisémitisme. Oublions au passage qu'il y a eu de tout temps un anticamitisme, séculier même. Les Noirs étant, d'après les textes bibliques, des descendants d'un des fils de Noé, Cam, qui s'est attiré la jalousie des deux autres frères, Sem et Japheth. Reste à se demander pourquoi cette jalousie persiste encore aujourd'hui envers les Noirs. Docteur Ivekoya Maïzo, même si la question fâche, je me permets de vous la poser quand même. Les Noirs vont-ils demeurer dans la victimisation face à toute forme de racisme en Occident? Les Noirs ne peuvent pas demeurer dans la victimisation. Le problème, c'est quand vous dites le mot noir, vous généralisez tout. Vous avez des Noirs qui sont plus blancs que blancs. Vous avez des Noirs qui sont encore plus noirs que noirs. Et vous avez la majorité du peuple noir qui souhaite vivre en bonne intelligence avec tous ses voisins, tous ses frères et tous ses sœurs. Ce groupe-là, une fois qu'il aura pris conscience de l'importance de manifester sa désapprobation face à l'autre qui lui refuse son existence en tant que noir, ce groupe-là va décider de s'organiser pour démontrer que, en fait, on cherche d'abord à tuer le noir et à faire disparaître sa civilisation. Et tous les prétextes sont là, soi-disant qu'il y a trop de monde, qu'on est trop nombreux, qu'il n'y a pas assez à manger, etc. C'est une prise de conscience qui va relancer le mouvement. Effectivement, il faut une prise de conscience des Africains en général pour relancer un mouvement d'ensemble. Docteur Ivekoya Maïzo, l'Union africaine a dénoncé les répressions policières sur les Afro-Américains. Mais les Africains avertis estiment qu'à part ces dénonciations diplomatiques, cette organisation africaine doit poser des actions concrètes face à cette situation. Partagez-vous cet avis? La réalité est que l'Union africaine est dans son rôle de dénoncer. Ne pas le faire serait même un crime. Mais une organisation dont le financement est à plus de 80% fourni par l'extérieur, notamment l'Union européenne. Cette organisation ne peut agir sans demander l'avis de son principal bailleur de fonds. Alors la question que vous posez, je pense, doit être modifiée comme suit. Est-ce que les dirigeants africains veulent une institution panafricaine indépendante? Est-ce qu'ils veulent une Union africaine indépendante? La réponse actuellement est plutôt non. Alors, si vous voulez des actions concrètes, il faudrait les faire en dehors de l'Union africaine, notamment avec des chefs d'État indépendants qui ont le courage de leur position. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Mais on peut toutefois citer le Ghana avec le président Nana Addo Akufo-Addo. Pourquoi? Il a une gouvernance au service de son peuple et moins au service d'une oligarchie élitiste ou militaire comme ailleurs. Le pays comme le Botswana
Le Cap-Vert, voici quelques exemples, on pourra en trouver. Mais tous ces pays travaillent pour leur peuple, directement. Et l'élite travaille pour le peuple, et non pas pour le monde extérieur, en priorité. Ainsi, les citoyens, dans le cadre d'organisations non gouvernementales, peuvent aussi opter pour des actions collectives devant des juridictions. Car il faut amener le problème du racisme, de la ségrégation devant des juridictions. Et derrière, en filigrane, il faut faire condamner l'impunité. Et l'impunité parfois de l'État. Encore faut-il avoir des avocats qui ne soient pas des avocats alimentaires. Encore faut-il avoir des juges éthiques et non pas des juges iniques. En tout cas, il revient aux peuples africains de mieux s'organiser. Docteur Ivekoya Maïzo, parlons aussi de cette pandémie Covid-19 qui refait surface en Chine. À part les conséquences sanitaires, la première vague a provoqué une crise économique dans plusieurs pays européens, tout comme aux États-Unis. Et vous, en tant qu'économiste, quelles conséquences sur l'économie des pays africains? D'abord, précisons qu'il ne faut pas parler d'une nouvelle vague sanitaire, mais de la même vague initiale qui continue. J'insiste dessus. Le coronavirus dit Covid-19 est effectivement une nouvelle pandémie qui va nous accompagner sur plusieurs années et sur tout l'ensemble du monde. Pour le peuple africain, la solution se trouve plus dans la prévention que dans le curatif, compte tenu de l'état de nos finances, l'état de nos infrastructures sanitaires en Afrique. Le problème est qu'il ne faudrait pas que ce virus mute au point de rendre caducs tous les efforts pour l'éradiquer. Il y aura donc des épiphénomènes réguliers, ici et là, qui peuvent toutefois relancer la pandémie en cas de réponse inadéquate des États. D'ailleurs, tout le monde appréhende lorsque les avions vont circuler à nouveau et donc vont transférer des individus d'un endroit à l'autre avec ou sans ce Covid-19. Sur le plan économique, il s'agit d'abord d'une réduction de 90%, voire parfois un arrêt total des activités humaines. Et ceci a duré entre 2 et 4 mois à peu près. Pour certains pays, plus. Il y a donc eu une déstructuration des chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, de commercialisation, etc. Les sociétés qui étaient déjà pionnières dans le commerce électronique et les pays ayant des infrastructures adéquates pour cela ont limité leurs pertes, voire même engrangé des profits au cours de la période dite haute de la pandémie. Actuellement, nous sommes rentrés dans la période, disons, basse et constatons que l'État en général n'avait pas de réserves suffisantes et a dû emprunter massivement auprès des banques centrales, quand ce n'est pas auprès de certains privés. C'est donc en définitive la capacité de relancer l'économie pour éponger cette nouvelle dette colossale qui devient le défi et qui va nous embarquer dans une crise économique, financière, peut-être sociale. Les économies africaines ont été impactées. Cela se voit sur l'accélération de l'endettement des États africains, avec d'ailleurs du décalage dans le temps, comme lors de la crise financière de 2007-2008. Mais beaucoup d'États ont coché à la case de la bonne gouvernance. Et ces États qui avaient coché et donc implémenté la bonne gouvernance pourraient utiliser cette pandémie Covid-19 pour lancer des grands travaux au service des populations, donc transformer une difficulté en un avantage. Mais les États qui ont coché régulièrement la case de la mauvaise gouvernance, ceux-là risquent d'accentuer leur endettement, surtout leur dépendance, et même partiellement ouvrir la voie à des annexions de pans entiers des richesses africaines, notamment les mines, les structures productives, l'industrie et même de nombreuses petites et moyennes entreprises vont changer tout simplement de propriétaires vers ceux qui ont l'argent, notamment étrangers. Ainsi, les économies africaines gagneraient à se concentrer sur l'autosuffisance dans tous les secteurs, l'économie de proximité, l'économie circulaire, au lieu de tomber dans le piège de la mondialisation sans transformation de leurs matières premières sur le sol africain, ce qui d'ailleurs crée beaucoup de problèmes au niveau du chômage. Le citoyen africain doit comprendre que pour sa survie à terme, il doit consommer ce qu'il produit et moins consommer ce qu'il ne produit pas sur son territoire. À défaut, et du fait de la dépendance et l'endettement important, cette Afrique nouvelle, après Covid,
va augmenter sa dépendance avec des conséquences sur une déstructuration de sa production, sa commercialisation, sa consommation, avec comme conséquence les finances publiques déficitaires et une augmentation du chômage, avec des incapacités de créer des emplois décents avec un pouvoir d'achat satisfaisant. Bien sûr, la situation dépendra de chacun des 56 pays africains, mais le bien-être de la population pourrait devenir asymétrique, avec les conséquences sur les crises sociales, politiques, voire les émeutes liées à des pénuries et des accaparements de certaines élites inconscientes. Ce qui se passe au Mali actuellement n'est pas à ne pas oublier. La réalité aussi est qu'il faut une décision souveraine et collective des États africains pour une mise en parenthèse de la dette extérieure, voire un report du service de la dette. Cette décision n'a pas lieu aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'attendre ce que veut le créancier. Et ça ne peut être que collectif. Par ailleurs, l'État africain, les banques africaines doivent augmenter l'accès au crédit à l'économie, notamment permettre d'acheter et de consommer africain. Si on offre un crédit, c'est pour acheter et consommer africain. Et donc, il faut organiser ce système-là. Et bien sûr, on ne peut le faire que si on fait partie. Donc, il faut une inclusion financière. Et on peut le faire par la digitalisation de l'économie africaine. Donc, voilà que nous rentrons dans la technologie. Et quels sont ces États africains qui sont en avance là-dessus? On peut citer le Kenya, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, voici des pistes par lesquelles il faut peut-être trouver une solution. Eh bien, parlons maintenant du Mali. Les vagues de manifestations se multiplient ces derniers temps dans ce pays qui traverse une crise sécuritaire, politique et sanitaire. Le mouvement du 5 juin 2020, Rassemblement des forces patriotiques, refuse de rencontrer le président Ibrahima Boubacar Keïta dit Ibeka afin de convenir d'un dialogue. Et le mouvement dénonce une manipulation et par ailleurs, il maintient la manifestation de ce samedi. Donc, Dr Yves Maïzo, que vous inspirent les manifestations du peuple malien qui demande la démission pure et simple du président Ibrahima Boubacar dit Ibeka? Merci pour votre question. Tout peuple qui manifeste pour son bien-être, sa dignité et contre la mauvaise gouvernance est un peuple vivant. C'est un peuple qui a pris conscience des enjeux. Si ce peuple ne manifestait pas, c'est qu'il est sous anesthésie des pouvoirs ésotériques, religieux, politiques, économiques, financiers et même culturels. Maintenant, en face, vous avez ceux qui veulent garder le pouvoir, ceux qui ne veulent pas rendre compte de leur mauvaise gestion. Et enfin, ceux qui, de l'extérieur, s'organisent, qu'il y ait une sorte de statu quo aux dépens du peuple malien. Donc rappelons le contexte justement malien avec les insurrections indépendantistes, les attentats djihadistes menés par les groupes liés à Al-Qaïda ou à l'organisation d'État islamique, les violences intercommunautaires et, on l'oublie souvent, une démocratie qui n'a pas fait émerger la vérité des urnes au Mali. Je répète, une démocratie qui n'a pas fait émerger la vérité des urnes au Mali. Avec le recul de l'état de droit, de nombreuses Maliennes et nombreux Maliens estiment que ceux qui sont à la tête de l'état malien sont ceux qui ont trahi le peuple malien. Il faut que ceux qui dirigent ce pays en soient conscients et expliquent ou s'expliquent devant le peuple. La confiance entre le dirigeant ou les dirigeants du Mali et donc le peuple malien, cette confiance est rompue. D'où les manifestations. Alors, allons au fond de l'histoire. Suite aux dernières élections législatives, le président malien Ibrahima Boubacar Keïta, dit Ibeka, a renouvelé sa confiance à son premier ministre, le docteur Boubou Cissé, le 11 juin dernier. Mais cela ne semble pas avoir calmé la situation, car l'état du droit des peuples ne correspond pas à l'état légal de ceux qui sont au pouvoir. C'est ce que le mouvement du 5 juin dit, rassemblement des forces patriotiques a compris et rappelle au président malien, Ibeka, que le pays ne lui appartient pas ni à sa famille, avec en filigrane comme élément déclencheur de la cristallisation et de l'incompréhension entre le pouvoir d'une part et les mouvements représentant une partie importante du peuple malien d'autre part, cette reconduction du 11 juin du Premier ministre. C'était l'occasion de pouvoir ouvrir le dialogue, mais ça n'a pas été fait.
ce mouvement s'est amplifié avec la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, dit CMRS. C'est un religieux musulman sunnite, mais qui est très rigoriste. Il s'agit donc bien d'un mouvement politique, avec des ambitions politiques. Ce mouvement a d'ailleurs été lancé en 2019, septembre, je crois. Mais à ce titre, après la démonstration de force et l'état du rapport de force, il faut croire que les négociations ne pourront pas reprendre, à moins que le président prenne conscience que le pouvoir dans la rue peut tout faire basculer, et à ce titre faire disparaître le sentiment de mépris du peuple malien par une certaine élite au pouvoir. Parce qu'il y a ça, il y a le sentiment de mépris du peuple malien par ceux qui sont des élites au pouvoir. De ce fait, les grandes manifestations rassemblant toutes ces forces vives de la nation malienne pour exiger, à nouveau d'ailleurs, la démission d'IBK sont maintenues. Vous savez, même en allant rendre visite le 17 juin à la personnalité la plus influente du Mali, le shérif Nyoro Bouye Haïdara, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, n'a pas pu débloquer la situation. Il voulait en fait que ce grande personnalité un sage, puisse en fait faire stopper les manifestations. Au contraire d'ailleurs, il serait rentré, le Premier ministre, dans ses bagages, avec 3 nouvelles conditions que proposait le shérif de Nyoro d'ailleurs, et que devrait remplir le président IBK pour sortir de la crise. Et écoutez bien, une des premières conditions, c'est que IBK doit officiellement enlever son fils Karim Keïta de toute activité relative à la gestion du pouvoir au Mali, voire de la politique. Ça veut dire que les gens ont l'impression que on est en train de rentrer en royauté ou en dynastie. Deuxième condition, que IBK rétablisse dans ses droits les nombreux députés de l'opposition qui ont subi quoi? La contre-vérité des urnes aux dernières élections, les élections législatives. Ça veut dire que on n'a pas eu vérité des urnes et que donc des députés ont été spoliés. La confiance est rompue. Troisième condition, que IBK prenne la décision de faire démissionner un certain monsieur Manassa Daniako, l'actuel président de la Cour constitutionnelle du Mali, ainsi que ses collaborateurs, pour faute grave. Pourquoi? Parce qu'ils ont promulgué des résultats lors des dernières élections législatives, ceux dans plusieurs circonscriptions, qui ne correspondent pas à la vérité des urnes. À défaut, il ne reste que la démission du chef d'État lui-même, avec les mouvements de rue qui risquent de s'amplifier. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Mais justement, avec toutes ces vagues de manifestations, on peut se demander si elles pourront faire fléchir le pouvoir de Ibrahima Boubacar Keïta. En gros, quel doit être selon vous le rôle de la société civile, notamment du mouvement 5 juin 2020? Il faut bien constater que la situation se cristallise aussi, parce que cette coordination des partis d'opposition n'a pas fonctionné par le passé. Les religions ont fait l'autruche. De nombreux citoyens ont cru que la politique n'était pas leur affaire. Chaque citoyen africain, et en particulier malien, doit pouvoir clamer haut et fort qu'il ou elle veut et doit faire de la politique, au sens de contribuer à organiser la vie de la cité. Le mouvement du rassemblement des forces patriotiques pourrait aider à cela au Mali, comme au demeurant la coordination des mouvements, associations sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. N'oublions pas que c'est au Mali qu'un chef de l'opposition, M. Soumaïla Cissé, a été kidnappé le 25 mars dernier. Son garde du corps a été tué et beaucoup de blessés dans son entourage direct, alors qu'il faisait campagne pour les législatives. Il reste d'ailleurs introuvable à ce jour. C'est aussi au Mali que malgré la guerre contre le terrorisme, certains en profitent pour piller les ressources naturelles et minérales du pays, non sans contribuer à réveiller des conflits ethniques et de voisinage. La réalité est que l'État malien et son armée malienne restent encore tributaires des financements et des armes étrangères pour sa sécurité collective. Et c'est ça bien le problème. Dire que l'on ne fait pas la politique, comme le disent souvent de nombreux Africains et Africaines, c'est faire preuve de déresponsabilisation et laisser le champ libre aux élites au pouvoir qui ne rendent pas compte de leurs actes au peuple. Le peuple a du mal à faire passer la vérité des urnes lors des élections dites démocratiques en Afrique. Et ces élections dites démocratiques sont peu crédibles quant à l'issue du résultat. Et dès lors, les manifestations de rue ne peuvent que, tôt ou tard,
sortir ou émerger. Dans certains pays, c'est bloqué parce que les militaires se lèvent et empêchent ce peuple de se réveiller. Le cas du Togo peut être cité. Alors, le dialogue qui est proposé, c'est quand on regarde plusieurs pays africains, ce dialogue a été une technique pour certains opposants de s'enrichir et de tromper le peuple. Mais on comprend aussi qu'il y ait méfiance du peuple malien parce que ce dialogue a servi parfois aussi à noyer le poisson. Vous savez, les démissions du chef d'État est une demande qui rappelle que les résultats des dernières élections maliennes ne semblent pas avoir satisfait la grande majorité du peuple malien. Mais il faut faire attention, changer un individu à la tête de l'État, c'est oublier que les accords secrets qui lient le Mali et la France pourraient facilement remettre une autre personne en place pour une politique similaire. Ainsi, un possible début de solution à ce problème, ça c'est mon point de vue, mon humble point de vue, c'est d'accepter, je pense, une conférence inclusive paritaire, dans laquelle vous devez retrouver le gouvernement, les forces vives de la nation et éventuellement les représentants de certaines forces indépendantistes, parce que ça doit être inclusif, et que les décisions qui sont prises, les accords qui sont, elles doivent être souveraines. Une transition politique pourrait alors s'imposer si le rassemblement de l'ensemble des forces vives de la nation peut offrir un projet de société commun au service de la grande majorité de la population. En face, sans la pression de la rue, les concessions seront difficiles. L'État ne voudra pas changer. Les terroristes et les djihadistes, vrais ou créés de toutes pièces par des forces extérieures, pourraient venir gêner une telle approche. Aussi, la vigilance est de rigueur. Le bon sens devrait l'emporter de part et d'autre pour que chacun reconnaisse que la démocratie malienne de IBK n'a pas fait émerger l'expression de la vérité des urnes. Direction à présent Guinée-Conakry, où Alpha Condé a réussi finalement à modifier la constitution afin de briguer un troisième mandat. Pourquoi ce sujet fasse-t-il autant? C'est la question que s'était posée Alpha Condé il y a quelques semaines quand il s'agit de lui, car dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Togo, Faure Gnassingbé est à son 4e mandat. Alors, Dr Yvekou Amaïzo, quelle lecture faites-vous de la réaction d'Alpha Condé sur sa volonté de briguer un troisième mandat? Monsieur Amos, il ne faut pas dire qu'un sujet de droit fâche. Il y a manifestement un déni de confiance entre le peuple guinéen et ceux qui sont au pouvoir en Guinée et au Togo. Mais face à un rapport de force défavorable au peuple, il est difficile pour ce peuple d'imposer le respect de la constitution originale du pays. Et cette constitution prévoyait 2 mandats et c'est fini. Et la roue tournait. Les générations nouvelles avaient leurs représentants. Donc le 3e mandat en Guinée, le 3e et le 4e mandat au Togo sont des mandats de trop. Et ils se sont opérés contre la volonté du peuple. Mais avec l'assentiment d'une oligarchie au pouvoir qui gagne à défendre des intérêts étrangers et surtout à maintenir un statu quo en changeant les individus sans changer de système. L'armée dans tout ceci n'est plus neutre puisqu'elle s'aligne du côté de ceux qui sont au pouvoir. Et ces derniers, ceux qui sont au pouvoir donc, les rémunèrent bien, pas seulement en argent, mais avec une prime à l'impunité institutionnalisée. Et nous retombons sur le sujet du départ, c'est-à-dire l'impunité vis-à-vis des Noirs qui sont massacrés aux États-Unis ou ailleurs. Alors, que dire quand la démocratie du peuple se transforme en la démocratie des oligarchies au pouvoir? On ne peut dire que c'est une honte, c'est une usurpation, et qu'il va falloir s'organiser collectivement pour que le peuple, ici guinéen, demain togolais, retrouve son droit à l'autodétermination, pour que le choix de ces véritables dirigeants patriotiques au sens africain puisse avoir lieu. Eh bien, avez-vous un mot de fin dans cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K? Vous savez, mon mot de fin va être simple. L'Afrique ne sortira pas de ces crises multidimensionnelles sans passer par le rétablissement de la vérité des urnes, ce à tous les échelons. La dignité du citoyen noir, du citoyen africain, il passe par son choix et son droit à choisir ceux qui pourraient et doivent le représenter. Et il a aussi le pouvoir, le droit de les changer s'il n'est pas content de cela. Je vous remercie pour l'invitation.
Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Dr Yves Kwea Maizo. Je rappelle que vous êtes économiste et coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche et bonsoir. Kanal K.